Bonjour, dans cette vidéo nous allons revoir le thème inégalité, pauvreté et redistribution. Les inégalités peuvent prendre diverses formes. Tout d'abord les inégalités de revenus liées principalement au salaire, du fait de la qualification, du sexe, de l'âge, du secteur d'activité, de la nationalité, taille de l'entreprise ou encore de la région. À cela s'ajoutent les inégalités en termes de complément de salaire, notamment avec les stock options ou les divers avantages proposés par l'entreprise. On constate un deuxième niveau d'inégalité du fait du patrimoine, aussi bien côté des avoirs, notamment du fait de l'héritage, que des dettes. Ainsi, environ 1,5 million de familles sont concernées par le surendettement. On constate encore un autre niveau d'inégalité, inégalité de prestige social, d'accès au pouvoir ou notamment de chance dans la vie. Enfin, on note une montée des inégalités du fait du commerce international qui laisse de moins en moins de place à l'emploi industriel dans nos économies occidentales, entraînant ainsi une augmentation relative des revenus des personnes très qualifiées et un appauvrissement des revenus des personnes les moins qualifiées. De plus, ces inégalités ont tendance à se cumuler sur certains profils de ménage. Peut-on parler de reproduction sociale? Constate-t-on une ascension ou un déclassement? Les tables de mobilité peuvent nous renseigner à ce sujet. Ainsi, en 2014, sur 100 enfants de cadres, 39 seront cadres et seulement 8 ouvriers. Les inégalités peuvent conduire à la pauvreté. Comment mesurer celle-ci? Il existe divers indicateurs. Tout d'abord, un indicateur monétaire, le seuil de pauvreté, correspondant à un niveau de ressources inférieur à 60% du revenu médian par unité de consommation, soit environ 1008 € par mois, ce qui représente environ 14% de la population française en 2014. On peut également utiliser un deuxième indicateur davantage qualitatif, indicateur de conditions de vie, qui prend en compte le logement, les restrictions diverses de consommation, les éventuels retards de paiement. Enfin, un autre indicateur concerne la pauvreté dite administrative. Ainsi, pratiquement 4 millions d'allocataires perçoivent un des minima sociaux en 2017. La pauvreté peut conduire à la précarité. Par précarité, il faut comprendre la difficulté à se maintenir au-dessus du seuil de pauvreté. L'état de précarité peut progressivement conduire à l'exclusion, ce qui va justifier l'intervention de l'État, notamment dans les années 80, par la mise en place du RMI. Revenons quelques instants sur l'évolution du taux de pauvreté en France. On constate entre 1970 et 1990 une très nette diminution du taux de pauvreté passant de pratiquement 18% à 14%. Entre 1990 et sur le second graphique 2004, le taux de pauvreté continue de diminuer mais beaucoup plus lentement. A l'inverse, depuis une quinzaine d'années, on constate à nouveau une élévation du taux de pauvreté dans l'économie. Les profils les plus concernés sont les inactifs, notamment les étudiants, les jeunes de moins de 18 ans, les chômeurs, et davantage les femmes que les hommes. Dans ce document, le taux de pauvreté dans l'Union européenne en 2012 est mesuré sur la base de 50% du revenu médian et non 60%. On constate alors que les pays ayant le taux de pauvreté le plus important sont les pays du Sud, notamment aussi du fait des conséquences de la crise des subprimes. À l'échelle mondiale, on constate un très fort taux de pauvreté en Inde, au Pakistan notamment, au Nigeria, au Bangladesh ou encore en Éthiopie ou au Congo. Enfin, illustration des bénéficiaires des minima sociaux en France, on retrouve ici pour 2015 plus de 3 800 000 personnes bénéficiaires du RSA, de l'allocation aux adultes handicapés ou encore de l'allocation de solidarité spécifique. A noter que le nombre de bénéficiaires est de 4 millions en octobre 2017. La pauvreté, la précarité, la menace de l'exclusion va conduire les administrations publiques à mettre en place un système de redistribution. On peut alors retrouver trois objectifs. Tout d'abord, assurer à chacun une protection face aux risques de maladie, de perte d'emploi ou de perte de revenus par exemple. Il s'agit là d'une redistribution horizontale, à savoir que les actifs et les bien portants d'une génération cotisent pour les malades, pour les chômeurs et pour les retraités de la même génération. Parallèlement, un second objectif est de corriger les inégalités de niveau de vie liées notamment à la taille de la famille ou aux revenus. On parle alors de redistribution verticale.
Il s'agit cette fois de prélever davantage sur les revenus les plus élevés pour redistribuer vers les revenus les plus modestes. Notons que la CMU a été créée en 2000 et que le revenu minimum d'insertion, créé en décembre 1988, a été remplacé par le revenu de solidarité active, dont le montant est de 545 € en 2017. Enfin, la redistribution permet également de soutenir l'activité économique, puisque l'essentiel de ce revenu est réinjecté dans la consommation. Pour mener à bien cet effort de redistribution, les administrations publiques vont effectuer des prélèvements obligatoires. Le taux de prélèvement obligatoire est égal à l'ensemble des prélèvements fiscaux, soit toutes les formes d'impôts, et des prélèvements sociaux, soit toutes les cotisations liées au salaire, rapportées au PIB. Pour le cas de la France, le taux de prélèvement obligatoire en 2017 est de 47% du PIB. Certains pays de l'OCDE comme États-Unis ou Japon ont un taux de prélèvement obligatoire bien inférieur au taux français, avec des taux autour de 28%. Cependant, il faut comprendre qu'un pays qui prélève moins ne pourra pas redistribuer autant en matière de santé, de retraite ou d'éducation par exemple. Les pays scandinaves ont des taux voisins de la France, mais l'Irlande un taux de prélèvement obligatoire nettement inférieur au taux français, notamment du faible taux de l'impôt sur les sociétés, autour de 13%. Ce manque d'homogénéisation fiscale dans l'Europe est de nature à entraîner un comportement d'optimisation fiscale de la part de certaines grandes firmes. Enfin, la moyenne de l'Union européenne est de 40%, soit un peu supérieure à celle des pays de l'OCDE. Notons que le taux de prélèvement obligatoire n'est peut-être pas le critère le plus pertinent pour en faire l'analyse, mieux vaut s'intéresser à l'affectation de ces prélèvements obligatoires. Retrouvons ici les différents prélèvements dans le circuit économique. Un premier prélèvement de la valeur ajoutée concerne la contribution économique territoriale. La valeur ajoutée est ensuite partagée vers les salaires sur lesquels sont prélevées des cotisations sociales. Certains ménages vont ensuite bénéficier de prestations sociales. On obtient alors le revenu imposable des ménages. Sur ce revenu est calculé l'impôt sur le revenu, la CSG. On obtient un revenu disponible partagé entre la consommation qui connaîtra donc la TVA et l'épargne qui rejoint le patrimoine, lequel est concerné par notamment les droits de succession ou pour certains par l'impôt sur la fortune immobilière. Le dernier partage de la valeur ajoutée concerne l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, dans lequel on retrouve le bénéfice. Ce bénéfice distribué rejoint les revenus imposables des ménages, peut être mis en réserve et pour une partie bien sûr est concerné par le taux de l'impôt sur les sociétés. On retrouve en France 4 grandes familles d'impôts, l'impôt forfaitaire comme la redevance télévision, les impôts proportionnels comme la CSG ou les impôts locaux, l'impôt dégressif, la TVA ou la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques et l'impôt progressif comme l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la fortune immobilière. Il est possible de classer ces impôts en impôts directs comme l'impôt sur le revenu ou en impôts indirects comme la TVA. On considère un bon impôt lorsqu'il est équitable, à revenu égal, impôt égal, efficace, comparaison entre montant collecté et coût induit par la collecte, à ce titre la TVA est l'impôt le plus efficace, et neutre, c'est-à-dire ne perturbant pas les choix des agents économiques. Le principe d'un impôt progressif suppose qu'il y ait plusieurs tranches. Ainsi, en 2017, pour l'impôt sur le revenu en France, on retrouve 5 tranches différentes. Ainsi, prenons l'exemple d'une personne seule déclarant 25 000 € de revenus. Sur la première tranche, allant de 0 € à 9 710 €, aucun impôt n'est dû. La seconde tranche commence à 9 710 et finit à 25 000 pour cette personne, soit au taux de 14%, 2 141 €. De même, une personne ayant 50 000 € à déclarer n'est concernée par le taux de 30% que sur la partie qui excède les 26 818 € de début de la tranche à 30%. Il faut noter en France que l'impôt sur le revenu ne concerne qu'un peu moins de 50% des foyers fiscaux. Observons de plus près le cas de la TVA. Pour un revenu modeste de 1 000 € par exemple, on peut penser que l'intégralité sera consommée. Il s'agit alors de 1 000 € TTC et donc le pourcentage de TVA est important.
À l'opposé, pour un revenu de 10 000 euros, seule une partie est concernée par la consommation et donc TTC. Ainsi, la TVA exprimée en valeur relative frappe davantage les revenus modestes que les revenus élevés. Continuons en observant la structure des prélèvements obligatoires en 2012. L'essentiel de ces prélèvements concerne les cotisations sociales devant la TVA et la CSG. Notons pour terminer que les prélèvements sont à leur apogée vers l'âge de 52 à 53 ans. Prélèvement sur la consommation signifie majoritairement la TVA, l'impôt sur le revenu, et ici l'ensemble des cotisations, ainsi qu'en jaune, les prélèvements sur le patrimoine, qui eux sont croissants avec l'âge. Voilà, cette vidéo est terminée et ce thème est à rapprocher du dossier 3 lorsque nous sommes en cours en face à face.